Aujourd'hui, j'ai joué à un jeu de merde. Non, sans rire, j'ai joué à la deuxième création de l'éditeur Achète ma merde, et le fait qu'il continue à vendre des jeux avec un nom pareil me fait penser que peut-être je devrais être un peu moins subtil quand je vous demande votre soutien. Vous le savez certainement, je ne suis pas un fan des jeux d'ambiance en général, ni de tout ce qui se trouve dans le giron des jeux apéro, mais par contre j'ai toujours beaucoup aimé les jeux à identité cachée, à la fois dans leur format king size, comme Veiled Fate dont on parle tout le temps, ou dans leur version plus courte, je vous renvoie pour mémoire à mes reviews d'Avalon ou bien de Morpho. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va parler de Black Sheep Laboratory, et se demander si ce jeu indé est une bonne alternative sur un marché qui commence à saturer de variations de loup-garou. C'est parti. Black Sheep Laboratory projette votre groupe en 1976 alors que vous avez accepté de participer à une étude menée par Blackwood & Co en échange d'une mirobolante récompense de 25 $. D'après le gouvernement, l'inflation se ralentira dès cette année. Malheureusement, personne ne s'était vraiment renseigné sur la teneur de l'expérience, et une fois les papiers de décharge signés, chacun d'entre vous va se retrouver sédaté puis attaché à une chaise devant un ordinateur avec pour instruction de protéger ou d'éliminer l'un d'entre vous, surnommé le mouton noir. Bon, l'intro est marrante, mais autant couper court, Black Sheep Laboratory va scinder votre groupe en deux équipes qui devront s'éliminer mutuellement en usant de procédés de manipulation plus ou moins éthiques. Il s'agit du deuxième jeu du studio alsacien Achète ma merde, après Tosca du même auteur Nesta Campbell, qui est aussi le fondateur de la petite maison d'édition. Il est complètement autoproduit et uniquement disponible sur le site de l'éditeur, dont le lien se trouve en description. Avant de vous raconter ce que j'en pense et comment il se mesure à ses concurrents les mieux établis, je vous propose de jeter un œil au matériel et au déroulement d'une partie. Nous voici dans une partie de Black Sheep Laboratory. J'ai fait une petite entorse à la règle. Normalement, le minimum de joueurs est de 5. Ici, je n'en ai placé que 4, histoire de pouvoir zoomer un petit peu sur la caméra et vous montrer les cartes un petit peu plus facilement. Il y a dans ce jeu, comme dans tous les jeux du genre, de grands rôles. Ici, on va voir les moutons qui sont en vert et puis les bergers qui sont en rouge. Mais contrairement à la référence du genre, qui est loup-garou, on va pas avoir un seul loup ou deux éventuellement qui vont être traqués par le reste des habitants. On va vraiment avoir deux camps qui s'opposent. On va avoir un groupe de moutons qui vont essayer de désactiver, c'est le terme consacré, les bergers. Et de l'autre côté, un groupe de bergers, certes un petit peu moins nombreux, mais quand même plus que un ou deux la plupart du temps, qui aussi vont se battre pour atteindre leur objectif. Donc on n'est pas vraiment sur du 1 contre tous et tous contre 1, mais plutôt vraiment sur deux camps qui vont s'opposer. Dans une partie standard, si vous n'ajoutez pas toutes les petites options, il n'y aura que 2 rôles spéciaux dans une partie de Black Sheep Laboratory, en dehors donc des moutons ordinaires et des bergers, ça va être le mouton noir et le boucher. Le mouton noir, il est ici, donc celui-là, il est, comme le boucher d'ailleurs, complètement obligatoire, il doit forcément être dans toutes les parties, et il a 2 caractéristiques principales. La première, c'est que au moment, vous savez, de la mise en place, au début, quand on va fermer les yeux et que les bergers vont se reconnaître entre eux, le mouton noir, lui aussi, un petit peu à l'image d'une petite fille, va pouvoir regarder, donc il saura, lui, qui sont ses ennemis, mais en contrepartie, si le mouton noir est éliminé, désactivé par les bergers, la partie est terminée pour les moutons. Donc l'objectif des rouges, des bergers, ça va être de découvrir et de désactiver le mouton noir. Ils n'ont pas besoin de désactiver tous les moutons ordinaires, ça n'a aucune importance. Il faut trouver celui-là, ce qui veut dire que, évidemment, le mouton noir qui a l'information cruciale de qui sont les ennemis, qui sont les bergers, il faudra qu'il essaie de la communiquer le plus discrètement possible, puisque sinon il va se mettre une gigantesque cible sur le dos et il se fera rapidement dézinguer. De l'autre côté, le boucher. C'est un berger presque comme les autres, il a juste des hobbies un petit peu plus sanglants. Lui aussi, il est dans toutes les parties, et c'est un petit peu l'assurance tout risque des bergers. C'est-à-dire que si les moutons remportent la partie, s'ils ont réussi à désactiver, on va voir comment ça marche bien sûr, tous les bergers, eh bien lui, il aura une dernière chance d'essayer de désigner le mouton noir pour sauver la situation et donner la victoire aux bergers. C'est-à-dire que si tous les bergers donc sont désactivés, lui va pouvoir dire « Allez, je dis que c'était toi le mouton noir, qu'il ait des indices ou pas, et s'il a raison, eh bien ce ne sont pas les moutons qui gagnent, bien qu'il essaie de désactiver les bergers durant la partie, ce sont bien les bergers qui l'emportent. »
Alors je vous le dis tout de suite, même si j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, c'est la seule règle que vraiment je n'aime pas dans Black Sheep Laboratory, puisque même si les moutons jouent parfaitement, s'ils ont réussi à tous se reconnaître entre eux, ce qui n'est pas forcément évident, vous le savez, dans ce genre de jeu à identité cachée, s'ils ont réussi à bluffer les bergers, à leur retourner la tête, à les désactiver tous, eh bien, et c'est surtout vrai dans des parties à peu de joueurs, puisqu'à 5 joueurs il n'y aura que 3 moutons, le boucher il a finalement une chance sur 3 de tomber sur le bon, sur le mouton noir, même s'il n'a aucun indice, et de remporter la partie. Ça donne un petit côté hasard que je trouve pas exceptionnel, parce que voilà, si vous en tant que mouton vous avez super bien joué, vous avez réussi à vous reconnaître entre vous, ce qui n'est pas toujours évident, vous avez réussi à retourner la tête des bergers, à les bluffer complètement, et ben le boucher sur un coup de chance il va dire ah c'était toi peut-être, ah bah c'était toi, bah j'ai gagné. Une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise avec le jeu, vous allez pouvoir intégrer des personnages, en tout cas des rôles supplémentaires. Ce qui est intéressant dans ce jeu, ce qui n'est pas forcément le cas souvent, c'est qu'on a des rôles positifs comme des rôles négatifs. Dans les bergers par exemple, qu'on pourrait estimer comme étant le camp le plus facile, puisqu'ils se reconnaissent entre eux au début, ils savent à peu près comment se débrouiller, on va avoir par exemple un berger aveugle, donc plus c'est rigolo. Donc oui, ça va être un berger, mais il ouvre pas les yeux au début avec tout le monde, donc il sait même pas qui sont ses alliés, il connaît personne, et donc ça ajoute beaucoup de piment, puisque lui aussi doit faire ce travail de déduction qui normalement est dévolu au mouton. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir par exemple un mouton espion qui va observer l'installation du jeu, qui va pouvoir savoir des choses, mais il faudra que ce soit discret, contrairement au mouton noir, parce que sinon il pourra se faire attraper. On aura un érudit qui connaît l'identité du mouton noir, et puis éventuellement de l'appât, qui est un autre rôle de berger qui sert un petit peu à bluffer. Bref, vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi moduler la partie selon l'expérience de gens, selon les envies. C'est souvent assez drôle en fait, ça se prend peut-être un petit peu moins au sérieux que Garou, et puis ça marche quand même bien de toute façon, et vous allez le voir, on va beaucoup le voir, il faut pas s'attendre à un jeu équilibré au cordeau du tout. C'est un jeu qui vraiment se focalise sur l'expérience et sur le fait de s'amuser, on rigole énormément, mais on n'est pas sur un jeu équilibré, tous les pouvoirs, toutes les actions ne sont pas du tout équilibrées entre elles. La préparation, je reviens pas dessus, une fois que tout le monde a vu son rôle et son action, donc les actions j'y viens tout à l'heure, eh bien tout le monde ferme les yeux, les bergers ouvrent les yeux et lèvent le pouce pour se reconnaître entre eux, ensuite ils referment les yeux, le mouton noir peut lui regarder à ce moment-là qui a le pouce levé pour savoir qui sont les bergers, puisque n'oubliez pas que la cible, le mouton noir, la cible des bergers, lui connaît tous les ennemis. Et puis une fois que tout le monde a pris connaissance de ce dont il devait prendre connaissance, tout le monde referme le poing, tout le monde rouvre les yeux, et puis c'est parti. Alors vous le voyez, on a quand même une espèce de petit espace de jeu là devant nous, c'est pas comme le loup-garou, on n'a qu'une seule carte qu'on peut mettre dans sa poche ou sur ses genoux, et je vais vous les expliquer maintenant. La première chose finalement qui va distinguer ce jeu de la plupart, ou en tout cas de beaucoup des jeux à identité cachée, des jeux de déduction, c'est cette carte-là. En fait, dans Black Sheep Laboratory, personne n'est tué. Vous allez donc devoir désactiver les membres de l'équipe adverse. Désactiver, ça veut dire retourner cette carte. Mais le fait d'être désactivé en soi ne vous exclut pas de la partie. Vous pouvez jouer comme d'habitude, vous allez pouvoir utiliser vos cartes comme d'habitude. La seule différence, c'est que si tous les membres des bergers sont désactivés, ils doivent se révéler en disant « Ok, vous avez gagné ». Et à l'inverse, donc si c'est le mouton noir qui est désactivé, il devra dire « Ok, bah, la partie est terminée ». En dehors de ça, si vous êtes un mouton ordinaire, si vous êtes un des bergers mais pas le dernier désactivé, ça n'a pas d'impact sur vous. Ça va juste vous indiquer où vous en êtes, plus proche de la victoire ou de la défaite, mais ça vous empêche pas de jouer, ce qui veut dire que c'est un jeu dans lequel tout le monde va aller au bout, dans la victoire comme dans la défaite. Il n'y a personne qui sort de table au bout de 2 minutes parce qu'il s'est fait éliminer le premier, et c'est, je pense, l'un des atouts, des avancées, l'une des avancées majeures de Black Sheep Laboratory par rapport donc à cette référence qui est le loup-héros. Il y a aussi une différence dans la manière dont on va désactiver, donc de la manière dont on va voter, puisque ce vote ne sera pas collégial, mais il sera le fait d'un juge. Le juge, il est désigné par une carte juge. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Cette carte-là, elle va tourner au fil de la partie dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, va être juge. Souvenez-vous, donc désactiver ou pas, ça n'a aucune importance. Et va publiquement dire, c'est toi que je veux désactiver, c'est toi que je cible. Il n'y a pas ce secret du vote, il n'y a pas ce vote de masse où il faut convaincre, en quelque sorte, le maximum de gens. Là, tout le monde peut essayer de retourner la tête du mec qui est juge au prochain tour. Il peut utiliser des atouts qu'il veut. Donc le mind game, si vous voulez, va un petit peu changer, puisque si vous êtes un grand séducteur de masse, un grand manipulateur, là ça va moins bien marcher. Vous pourrez peut-être convaincre Serge et Marie que vous êtes un mouton par exemple, mais de toute façon ils voteront qu'une fois chacun à leur tour sur la table, et puis le reste du temps, si c'est des gens que vous n'avez pas convaincus, ils pourraient très bien s'en prendre à vous, ou s'en prendre à Marie, parce qu'elle a l'impression que vous êtes bien copains avec. Ça change vraiment, c'est difficile évidemment là à matérialiser, mais ça change vraiment la dynamique du jeu, c'est assez rigolo. Et puis du coup, ce qu'il faut considérer, c'est que mécaniquement, en fait, le juge,
en passant de joueur en joueur, il va changer de camp mécaniquement. Il va passer de quelqu'un qui est mouton, donc qui va essayer plutôt d'éliminer des bergers, à un berger qui lui connaît ses alliés, donc va essayer de plutôt désactiver des moutons. Sauf qu'à la limite, comme il sait que désactiver un berger en soi, c'est pas la fin du monde, il peut peut-être désactiver un berger qui est complètement grillé, histoire d'essayer de s'innocenter lui, et c'est moins grave que, vous savez, dans le loup-garou, si vous tuez un loup-garou, évidemment, vous avez une espèce de totem de popularité, mais vous avez quand même bousillé un copain. Là, désactiver un autre berger, il joue toujours, tant que c'est pas le dernier désactivé, tout va bien, donc ça peut être un bon moyen de s'innocenter, finalement, de s'en prendre à un autre berger, il n'y a pas trop de conséquences, encore une fois. Et pour finir sur ce sujet-là, il y a un cas assez intéressant, c'est que finalement, dans certaines situations bien précises, la personne qui va avoir la carte juge, elle va peut-être vouloir se faire passer pour un mouton ou pour un berger, selon le rapport de force, selon certaines cartes actions qui ont été révélées. Et c'est marrant de voir qu'en fait, quand vous êtes juge, évidemment, c'est vous qui jugez, puisque vous désignez, et vous allez aussi être jugé par tout le monde selon l'action que vous allez entreprendre. Et donc, encore une fois, mais c'est un petit peu le leitmotiv là, de cette vidéo, la dynamique vraiment change par rapport à certains des jeux à identité cachée auxquels vous auriez déjà pu jouer. À ça va s'ajouter quelques petits ajouts matériels. On va parler des autres cartes qui sont autour de nous. La première, c'est la carte Révocation, qui finalement a une utilité qui est aussi bien mécanique qu'un petit peu thématique ou d'ambiance. La Révocation, ça sert à révoquer une condamnation. Donc si le juge, allez, disons qu'on est comme ça, le juge dit, bah tiens, toi, je te désactive, je peux utiliser ça comme un joker, en disant non, tu ne me désactives pas, c'est à usage unique évidemment, mais au moins, je ne suis pas désactivé, et je peux aussi, alors d'ailleurs je sais pas pourquoi celle-ci là-bas est retournée, je peux aussi choisir, bah tiens, faisons ça. Imaginons que je sois berger et que je sache que Jean-Paul là-bas est berger aussi. Le juge veut désactiver Jean-Paul. Moi, j'ai pas envie que mon pote soit désactivé parce que ça m'intéresse pas. J'ai peur que je me sens menacé aussi. J'ai peur de perdre la partie. Je peux très bien révoquer le vote contre lui. Donc, le joker s'utilise aussi sur un allié. Alors évidemment, ça applique pas mal de choses. Si vous sauvez en permanence, si vous êtes deux à sauver en permanence la même personne, il y a de grandes chances que le reste des gens, s'ils sont des moutons, bah, ils soupçonnent que vous soyez les trois bergers et que vous vous tiriez la bourre tous les trois. A l'inverse aussi, bien sûr, si vous sauvez un mouton, bon, bah, il saura que techniquement, en théorie, vous êtes plus ou moins de son côté. En tout cas, c'est intéressant, et c'est aussi intéressant par rapport à la carte bleue qui est à côté. Alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la 3 fois beaucoup, vous noterez. C'est la carte action. Et la carte action, donc, elle est secrète. Évidemment, on en voit aussi là-bas. Hein. Il y a de tout, il y a du positif, il y a du négatif. Regardez la carte rouge d'un autre cobaye. Il y a certaines cartes donc actions qui sont négatives, qui disent que vous ne pourrez plus voter, ou bien vous devez révéler votre rôle à quelqu'un. En tout cas, c'est une carte, c'est ça que j'aime bien, que vous n'allez pas utiliser quand vous voulez. Cette carte-là va s'activer quand vous serez désactivé. C'est-à-dire que si quelqu'un me désactive, que personne ne me sauve, c'est-à-dire que je peux plus me révoquer et personne ne veut révoquer ce jugement-là, c'est à ce moment-là que je vais révéler l'action. Et donc ça veut dire que, comme on l'a expliqué, la révocation en soi, c'est pas une fin, puisqu'on n'est pas éliminé et ça met pas spécifiquement fin à la partie, sauf si vous êtes mouton noir. Donc il peut même y avoir des moments où, si vous avez vraiment une bombe atomique dans les mains, là, une carte qui dit, par exemple, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit quelqu'un doit révéler publiquement son rôle, donc c'est le meilleur moyen d'afficher quelqu'un que vous ne sentez pas, et ben vous aurez peut-être envie de vous faire désactiver en fait. Quitte à garder ça, hein, c'est-à-dire que quand le juge s'en prend à moi, je dis ok, je garde ça pour moi, j'accepte d'être désactivé, et puis je sors ma carte atomique là, et je fais mon petit coup d'éclat, et puis après ça, bah, je peux toujours l'utiliser pour essayer de sauver un copain, c'est l'intérêt, parce que je joue toujours malgré tout. Donc voilà, il y a ce côté, au début de la partie, on va prendre connaissance de ça. Si la carte qu'on a, elle est vraiment mauvaise, bon bah on n'a pas forcément intérêt à se faire désactiver, il n'y a plus d'intérêt à part pour du bluff. Par contre, si elle est très très bonne, parfois oui, ça peut être intéressant d'aller se faire chercher un peu, et d'autant que, je vous parle de dynamique depuis tout à l'heure, ce qui est marrant, c'est que donc les joueurs désactivés jouent toujours, mais ils sont plus la cible de personne, puisqu'en fait, tu ne peux plus rien me faire de pire que de me désactiver. Donc, il s'est passé une partie où c'était la première avec un groupe, où bah, le groupe, par défaut, s'est acharné sur moi parce qu'il savait pas trop à qui s'en prendre. Hein. Dans ces jeux-là, au début, on sait jamais, on n'a pas d'éléments. Donc, j'ai été désactivé, et finalement, moi, j'ai fait mes petits trucs en coulisses parce que, encore une fois, il ne pouvait plus rien m'arriver de pire, en fait. J'ai été désactivé, ça n'avait pas mis la fin à la partie, donc je n'étais pas mouton noir, et ben j'ai fait mon mind game, j'ai manipulé les gens, j'ai fait un petit peu d'enchère pour ça, hein, j'ai fait mon rapport de force pour voir qui je voulais sauver, et ça rend donc le jeu ouais, vraiment marrant. Il y a un moment où, bon, si vous arrêtez de lutter pour votre activation, entre guillemets, sachant qu'il y a des cartes qui vous permettent d'ailleurs de vous remettre d'aplomb, s'il faut, certaines cartes action, une fois que vous avez arrêté de lutter pour cette survie, et ben vous êtes libre, beaucoup plus libre en fait, et ça c'est vraiment marrant. Bon, il y a des cas où vous m'évitez de désactiver, si vous êtes un mouton noir, s'il y a peu de berger, c'est peut-être pas toujours optimal, mais en tout cas, ça donne des possibilités.
Donc pour conclure cette courte présentation, je vous redonne un petit peu l'idée de ce qui va se dérouler pendant un tour. La carte juge, donc au début du tour, elle passe au joueur suivant. Il peut y avoir un débat, il y a souvent un débat. Au début pas trop parce que on vote un peu à la tête du client, mais après ça va assez vite. Le juge rend son jugement, je désactive toi. Le toit en question, si on ressent le besoin ou s'il pense qu'il en a la possibilité, il peut essayer de négocier avec les autres pour qu'ils utilisent la carte révocation à son profit. Encore une fois, quand vous êtes berger, c'est pas trop une bonne idée puisque ça matérialise un petit peu des connivences. Ensuite, donc soit la décision a été révoquée et puis on passe au joueur suivant, soit la personne est désactivée. Dans ce cas-là, un petit peu son champ du signe, ça va être de sortir cette carte-là. Tiens, regardez, carte chance, vous réactivez immédiatement. Donc là, vous revenez en jeu. Bon, ça évidemment, c'est à usage unique aussi. Mais c'est un rebondissement qui peut être assez sympa parce que vous savez qui s'en est pris à vous et peut-être que vous savez pourquoi. Une fois que c'est fait, on passe au joueur suivant. Il y a des cartes, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais il y a une carte scanner qui permet de vérifier un rôle et qui est donnée à la première personne désactivée pour un petit peu compenser le fait qu'elle n'a pas eu de chance, même si elle le vaut toujours. Et puis bon voilà, vous comprenez bien que le seul moment en fait on peut un petit peu casser la partie, et je pense que c'est, je vous parlais de raisons mécaniques à l'existence de cette révocation, c'est que si je suis mouton noir, bon là la carte est perdue là-bas, mais imaginons que ce soit moi, si je me fais désactiver en tout premier, c'est-à-dire que si ça n'existait pas, en un tour la partie peut se terminer. Là au moins je peux au moins me révoquer moi, révoquer la décision, pardon, pour pas me mettre fin à la partie dès le premier tour parce qu'il a trouvé le mouton noir du premier coup, et puis le jeu il va changer de main, et puis je peux essayer, soit il va pas vouloir s'acharner sur moi, soit je peux essayer de discuter avec lui, parce que le danger bien sûr, voilà, c'est que le mouton noir soit révélé trop vite, que ça va être fin à la partie trop vite, mais vous savez très bien que ce genre de jeu peut se terminer en 3 minutes, sur des planètes qui vont s'aligner, des gens qui vont être très perspicaces, ou ça va être un petit peu plus long, et c'est souvent là où c'est le plus intéressant, puisqu'on rigole pas mal, et que ça négocie sec. Ce que j'aime dans les jeux de société, quels qu'ils soient d'ailleurs, ce sont les interactions, les échanges, l'expérience de groupe, et c'est d'ailleurs pour ça que je goûte assez peu à la pratique du solo. Et niveau interaction, rien ne vaut les jeux à forte composante sociale. C'est pour ça que les loups-garous du tierce-lieu ont été pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous je pense, l'un des titres fondateurs de ma passion pour le jeu de société. Mais il existe plusieurs raisons pour lesquelles, avec le temps, j'ai fini par abandonner le classique de Philippe Despalières et d'Hervé Marly, pour passer à des jeux de déduction disons plus aboutis, comme par exemple Mantis Falls. Déjà le premier point noir pour moi dans le loup-garou, c'est l'obligation d'avoir un maître de jeu, c'est une sorte d'animateur extérieur à la partie, vous connaissez. Déjà ça impose d'avoir encore plus de joueurs disponibles, de personnes disponibles pour pouvoir faire une partie, et puis surtout tout le monde n'apprécie pas, ou ne sait pas d'ailleurs, tenir ce rôle, et bien souvent dans mon groupe c'est moi qui vais m'y coller à chaque fois. Le paramètre qui, de mon expérience, éloigne certaines personnes des joies du loup-garou, c'est l'élimination directe, et ça c'est quelque chose que je déteste, je le dis je pense depuis à peu près 2020. Quoi que vous fassiez dans le loup-garou, au bout de, quelques minutes grand maximum, il y aura forcément déjà un joueur qui va être exclu de la partie, et ce joueur sera condamné à regarder les autres en attendant qu'un vainqueur soit déterminé, et si vous êtes un certain nombre, ça peut durer un certain temps. Enfin, et c'est peut-être un peu plus subjectif, un peu plus marginal, mais je trouve que dans sa version de base, le loup-garou est un petit peu rigide dans les rôles qu'il propose, et la hiérarchie, la structure d'un groupe sera parfois un petit peu prévisible d'une partie sur l'autre. Maintenant, que fait Black Sheep Laboratory pour remédier à ces problèmes? Déjà, ce qu'il fait, mais vous l'avez compris normalement en regardant mon explication des règles, c'est qu'il n'élimine personne, il se contente de désactiver les joueurs. Le fait que vous soyez désactivé va rapprocher votre équipe de la défaite, mais ne vous empêche pas de jouer, de sorte que tout le groupe va ensemble jusqu'au bout de la partie, dans la victoire comme la défaite. Et ça propulse le titre à un autre niveau, puisque ça veut dire que si votre bluff l'exige, vous allez pouvoir sciemment désactiver un allié qui s'est complètement grillé afin de vous innocenter, sachant que ce même allié sera toujours capable de jouer ses cartes et d'influer sur le dénouement de la partie. I am surrounded by traitors and fools. Autre point très appréciable, le jeu alsacien ne nécessite pas de maître de jeu, puisque tout le monde connaît la personne qui vote et que son jugement est public. Ça permet de jouer alors qu'on n'est que 5, et surtout d'éviter d'avoir à chercher un volontaire pour rester en retrait. Et puis si je vous parlais de rigidité des rôles avec loup-garou, c'est parce que dans Black Sheep, votre affectation, que ce soit un mouton classique ou un berger lambda, ne va pas définir à elle seule votre façon de jouer.
Grâce aux cartes actions, les bleus, dont chaque participant sera doté, n'importe quel cobaye, même sans particularité, peut détenir la clé de la victoire, retourner une partie ou avoir un impact déterminant. D'ailleurs, c'est parfois en désactivant la mauvaise personne que vous ferez perdre votre équipe. Couplez ça aux rôles négatifs, qui sont là pour pimenter les parties, ces cartes font que la physionomie de chaque groupe de cobayes à chaque partie sera différente, d'autant qu'avec une carte révocation par personne, tout le monde aura son moment télé pendant lequel il pourra intervenir et avoir, s'il le souhaite, une influence sur le dénouement. Ceci étant dit, il reste quelques paramètres qui sont pas tous d'ailleurs des points négatifs, mais qu'il vous faudra prendre en compte avant d'acheter Black Sheep Laboratory. Avant toute chose, et c'est peut-être pas mal de le rappeler, bien qu'il n'ait pas besoin de maître de jeu, une partie vous demandera de réunir au moins 5 joueurs, et c'est un strict minimum, puisque dans cette configuration, le boucher, qui peut encore désigner le mouton noir après la défaite de son équipe, aura statistiquement une chance sur 3 de tomber sur la bonne personne. C'est pour ça que vraiment j'aime pas beaucoup cette règle qui transforme les fins de partie en jeu de hasard, et je pense que je vais essayer moi de la supprimer complètement. D'autre part, la version qui m'a été envoyée, qui était a priori assez proche de ce que contient la première édition du jeu, présentait tout de même pas mal de fautes d'orthographe et des règles un peu brouillonnes, et ça me paraît pas vraiment acceptable en fait pour un jeu d'ambiance d'avoir du mal à comprendre les règles à la première lecture. L'auteur est déjà à pied d'œuvre pour que la prochaine livrée de boîte soit correctement relue et organisée, en même temps ce sont des petits tirages, mais ça reste le risque d'acheter un jeu 100% indépendant. Certes, ça permet une grande liberté de ton, les titres de l'éditeur sont d'ailleurs dotés d'une ambiance vraiment décalée, mais il faut être conscient qu'Achète ma merde dispose de beaucoup moins de moyens pour relire et fiabiliser son jeu. Ça va se ressentir sur certains aspects qu'il me sera difficile de vous détailler sans entrer dans la technicité des règles, mais pour faire simple, je dirais que par 2 fois, avec des groupes, on est tombé sur des sortes de trous dans la raquette niveau règles, des événements qui nous ont paru anormaux ou pas abordés dans les livrets. Il n'est pas impossible en l'état de se retrouver dans une impasse en cours de partie, dans certaines configurations très particulières, et ça je ne sais pas si c'est un problème de relecture ou de conception. Après, rien de tout cela n'est particulièrement rédhibitoire ou impossible à corriger, je vous l'ai dit d'ailleurs c'est déjà en cours, mais il y a un sujet sur lequel je veux insister absolument. De sa conception à son marketing, Black Sheep Laboratory a été pensé comme une alternative au loup-garou de tierce lieu, une sorte de version augmentée, sans élimination, sans maître de jeu, et avec un petit peu plus de surprise de variation. Seulement, ce dont je me suis rendu compte en testant la boîte avec un groupe de joueurs ultra novices, dont la plupart pourtant avaient déjà joué à loup-garou, c'est qu'avec son asymétrie d'objectifs, avec ses cartes actions et son bluff un peu plus élaboré, la création alsacienne est infiniment moins accessible que son grand frère et qu'elle s'adresse à un public déjà un peu plus initié au rouage des jeux de société modernes. Les 4 dernières parties ont été, pour 2 de mes camarades, dont un qui pourtant est un joueur d'échecs régulier, une véritable torture, puisqu'ils n'ont pas réussi, malgré l'aide de tout le groupe, à comprendre leur rôle au sein de leur camp, le endgame asymétrique ou même les subtilités propres à Black Sheep, comme le fait que votre carte action se déclenche quand vous êtes éliminé, mais que quand vous êtes éliminé, vous pouvez encore jouer, sauf si vous êtes le mouton noir, dans ce cas-là c'est perdu, sauf si la décision est révoquée. Bien sûr, pour un joueur classique, rien d'insurmontable, mais hier, j'ai un copain qui m'a dit, en toute candeur, en fait, pour que tout le monde comprenne les règles, t'aurais dû faire une présentation sur un tableau blanc. Ça peut prêter à sourire, ça vient d'un cours très occasionnel, donc c'est pas méchant, mais ça montre à quel point les ajouts de Black Sheep au genre dans lequel il s'inscrit, couplés à des règles trop peu détaillées et peut-être à l'absence d'aide de jeu, font du titre une alternative au loup-garou, certes, mais pas un remplaçant, en tout cas pas pour tous les publics. Proposé à 25 €, ce qui est environ 2 fois le prix de la core box de loup-garou, Black Sheep Laboratory donne tout de même une nouvelle perspective à un concept classique. Il essaye pas spécialement d'en faire beaucoup plus, comme ça pourrait être le cas de Morpho qui voulait absolument casser les codes, mais il parvient en revanche à rendre les parties beaucoup plus vivantes, moins punitives pour les premiers éliminés, et d'une manière sensiblement différente du jeu dont il s'inspire, à générer beaucoup de suspense tout en incitant à la manipulation. Si vous êtes à la recherche d'un jeu de déduction décalé, original, peut-être plus stratégique aussi, alors Black Sheep peut être fait pour vous. C'est aussi bien sûr un bon prétexte pour soutenir un jeune éditeur qui clairement n'a pas sa langue dans sa poche.
Ainsi se termine cette présentation de Black Sheep Laboratory qui est d'ores et déjà en vente sur le site de l'éditeur. Je vais maintenant essayer de nous caler un petit podcast là avec mon ami Kevin des Ludovores qui vient de revenir de France. J'espère vous y retrouver nombreux. D'ici là, portez-vous bien. Salut!